Bonsoir. Bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour cette 4e et dernière conférence de notre cycle consacré au don. Alors la semaine dernière avec Philippe Chagnal, il a été question du don dans les relations de soins. Ce soir, on va rester en partie à l'hôpital avec vous, Dominique Bourgeon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes donc directeur de soins au CHU de Poitiers, docteur en sociologie. Vous dirigez également l'Institut de formation des cadres de santé au CHU de Poitiers. Vous avez on va dire écrit et dirigé plusieurs ouvrages donc sur les problématiques hospitalières, et vous avez donc notamment signé un ouvrage aux éditions Lamar qui s'appelle Don, résilience et management. Et vous participez également à la revue du MOS. Alors, à travers votre expérience professionnelle, vous avez perçu que le rapport au don est exacerbé lorsque nous sommes confrontés à la maladie et à la mort. Et on a aussi pu également expérimenter que le cadeau conclut souvent une hospitalisation. Donc c'est le sujet de votre intervention de ce soir, du don au cadeau empoisonné. Voilà, bonne conférence. Bonsoir à toutes et à tous, et d'abord merci pour votre présence. Donc effectivement, je dois conclure ce cycle de conférences sur le don avec un titre extrêmement révélateur dans le sens où le don fait-il encore société. Donc comme vous, je ne sais pas si vous avez participé à l'ensemble des conférences, peut-être je vais dans un premier temps rappeler un petit peu ce qu'est le don, tel que nous le pensons aujourd'hui. J'incarnerai un peu mon discours en parlant un petit peu de moi, non pour développer mon ego, mais pour montrer le sens un petit peu de ma démarche. Parce que effectivement, je vais essayer de faire des liens avec la conférence précédente, parce que ma démarche interroge l'hôpital et le soin, si vous voulez. Et donc, quand j'interroge le don, je l'interroge aussi pour éclairer un petit peu ce que je vis au quotidien. Donc, dans un premier temps, rappeler un petit peu d'une façon très brève ce qu'on entend par le don. Ce qui, structure un peu cette pensée sociologique, cette école de pensée autour des travaux de Marcel Mauss. Je vous expliquerai pourquoi je m'intéresse à ça, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital, et qu'est-ce qui m'a amené à m'interroger sur la notion de cadeau, essentiellement. Je pense que la notion de cadeau peut nous apprendre quelque chose sur la nature du don. Et puis, dans un deuxième temps, nous partirons des acquis de la première partie sur le cadeau pour explorer une expression que nous avons tous employée un jour, un cadeau empoisonné. Donc voilà, dans le but, finalement, toujours pour moi, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le soin, mais je conclurai cette conférence sur ce sujet-là. Voilà, donc le don, tout part de l'essai sur le don écrit par Marcel Mauss dans les années 1922, certains disent 23-24, où il constate finalement que dans les sociétés traditionnelles, les échanges se font autour de la triple obligation de donner, recevoir et rendre, c'est-à-dire que si on veut appartenir à la communauté, il faut savoir donner, il faut savoir échanger avec les autres, il faut savoir recevoir quelque chose de la part de nos concitoyens, et il faut savoir aussi rendre un présent que on nous a offert. Et si vous voulez, dans ces sociétés traditionnelles, le don fait système, c'est-à-dire qu'on a affaire à un vaste système d'échange, et on ne sait plus très bien qui a donné à qui, mais les objets finissent, à force d'être échangés, par revenir dans les mains du premier propriétaire. On dit que la chose revient toujours vers son propriétaire. Donc voilà pour la dimension traditionnelle. Alors la question que nous nous posons, c'est que on est très loin des sociétés traditionnelles étudiées par Marcel Mauss, on est très loin de ces systèmes de dons généralisés qu'on pouvait trouver en Polynésie ou chez les Indiens d'Amérique. Et finalement, c'est le titre de ce cycle de conférences, c'est que est-ce que le don a encore une valeur opératoire pour essayer de comprendre nos sociétés modernes? Alors on va prendre un exemple simple, on peut imaginer à partir des systèmes d'échange locaux, on peut imaginer un quartier, une communauté où les gens se connaissent parfaitement. Imaginons que j'ai un problème de plomberie à la maison, je n'y connais absolument rien, mais mon voisin qui s'appelle Jacques est plombier, donc il va venir me rendre un service, il va venir réparer ma fuite d'eau, et puis ma foi, je vais le remercier et ça va s'arrêter là. C'est-à-dire que je ne vais pas lui rendre automatiquement quelque chose.
Hein. Ça permet de distinguer le don du donnant-donnant. C'est-à-dire que si vous m'offrez un café et que je vous le rends immédiatement, il n'y a pas de lien qui se crée entre nous. Vous m'avez donné quelque chose, je vous ai rendu, c'est fini. C'est souvent ce qui se passe parfois dans nos sociétés. Non, le don, il y a un temps important entre le service ou le bienfait ou le don que nous recevons et le moment où on va rendre. Sénèque dit très justement, c'est le temps de la solidarité. C'est-à-dire que je vais rendre à Jacques peut-être le jour où il aura besoin d'un service, peut-être le jour où sa voiture sera en panne, et si j'ai des connaissances en automobile, je pourrais peut-être l'aider. Ce n'est pas le cas pour moi, hein, c'est un exemple. Voilà, donc il y a cette notion de temps entre la chose donnée et la chose rendue. Hein. C'est une première distinction pour bien comprendre le don. Deuxième dimension que nous trouvons rarement, comme dit Godbout, on pourra en reparler, mais par exemple, imaginons qu'un autre voisin qui s'appelle Julien a un problème de voiture, justement, que je peux réparer sa voiture, ben, je vais l'aider. Et puis ce sera peut-être Julien qui va rendre à Jacques un service ultérieurement. C'est-à-dire que vous voyez, en fait, dans une communauté, on ne sait plus très bien qui a donné le premier, qui a reçu, qui a échangé, c'est-à-dire que le don fait système, en fait. Je peux rendre service à Julien pour les devoirs de ses enfants si je suis professeur ou instituteur, etc., etc. Donc le temps, entre les deux mouvements du donner et du rendre, élément important. Et puis, il n'y a pas, si vous voulez, d'égalité entre la chose reçue et la chose redonnée. C'est-à-dire que dans l'échange marchand, il y a a priori une équivalence entre la valeur monétaire et l'objet que vous recevez en échange. Hein. Il y a une équivalence de fait. Dans le don, vous voyez bien qu'entre Jacques qui répare mes problèmes de plomberie et moi, si je veux aider ses enfants à faire leurs devoirs le soir, il n'y a pas d'équivalence entre ce qui est donné. Hein. C'est une deuxième distinction du don. Alors Alain Caillé, qui a animé la première conférence de ce cycle, dit que le don n'est pas dénué d'intérêt, parce qu'on fait souvent le procès au don, de dire qu'il est suspect, parce que la gratuité pure, ça paraît suspect. On se dit, finalement, quand on nous présente quelque chose de gratuit, vous savez, on a toujours tendance un petit peu à se rétracter comme ça en se disant, mais qu'est-ce que ça cache, la gratuité, vous voyez, hein? Donc la gratuité, dans nos sociétés modernes, elle est suspecte. Alain Caillé le dit clairement, précisément, le don n'est pas dénué d'intérêt. Hein. C'est-à-dire que quand j'invite une personne à dîner chez moi le soir, j'ai peut-être en arrière-pensée que le lien que je vais créer avec cette personne me servira un jour, dans des relations professionnelles, etc., etc. Mais, si vous voulez, l'intérêt est lointain. Hein, que dans une démarche plus utilitariste, une démarche marchande, l'intérêt est immédiat. Dans le don, l'intérêt est lointain et il n'est pas certain. On connaît tous des personnes que nous avons invitées à la maison le soir et que nous n'avons jamais revues par la suite. Voyez. Donc il y a une part d'incertitude. Dernière caractéristique du don, bon, c'est très schématique, hein, vous me pardonnerez, c'est que je vous ai dit qu'il y avait, et Sénèque encore une fois parle de solidarité, hein, qu'il y a un temps entre la chose donnée et le contre-don. Et ce temps, pendant ce temps, il faut accepter d'avoir une dette vis-à-vis de l'autre. Et cette dette entretient le lien. Si Jacques est venu réparer mes problèmes de plomberie, que je ne lui rends pas un service immédiatement, que je ne le paye pas pour cette démarche, j'ai vis-à-vis de lui une dette. Et il est vrai que dans nos sociétés modernes, nous avons de plus en plus de mal à accepter ces notions de dette, c'est-à-dire qui nous engagent vis-à-vis de quelqu'un. Mais c'est bien cet engagement qui crée, si vous voulez, le lien social. Alors le postulat que fait le Mauss, qui est un jeu de mots avec Marcel Mauss, le Mauss, mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, hein, MAU2S, le postulat fait que, est le suivant, c'est que nos relations dans nos sociétés modernes sont en fait basées sur le don. Ce qui n'empêche pas une strate supplémentaire où nous avons des relations marchandes, où nous avons des relations d'ordre professionnel.
des relations beaucoup plus impersonnelles, mais en dessous de ces échanges, il y a des réseaux, il y a de l'amitié, il y a des relations beaucoup plus serrées, si vous voulez. Donc en gros, nous pensons que le don constitue le roc des relations humaines, ce qui n'empêche pas qu'on peut imaginer, à travers le système marchand, à travers l'impersonnalité de la science, des relations beaucoup plus distendues, des relations beaucoup plus impersonnelles, qui seraient la partie, si vous voulez, immergée de l'iceberg. Donc voilà très rapidement, et je vous prie de m'en excuser, un résumé du don. Alors pourquoi moi je m'intéresse au don, et je crois qu'il est important que je parle un tout petit peu, vous me pardonnerez, de moi. C'est-à-dire qu'à l'origine, je suis, on peut dire l'équivalent d'un infirmier. C'est-à-dire que je faisais les radiographies dans un service à l'hôpital Bicêtre à Paris, à l'époque. Donc un travail d'exécutant, un travail où j'étais en permanence en relation en face à face avec les patients, avec tout ce qui est difficile à vivre, puisque on côtoie la maladie très souvent, au quotidien, et la mort parfois. Et si vous voulez, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai gravi les échelons de la hiérarchie hospitalière, j'ai repris des études universitaires, et j'ai donc fini par détenir un doctorat de sociologie, après une thèse sur les métiers de la santé et sur le sens du soin. Mais je ne suis pas un universitaire, je suis sociologue certes, mais je passe mon temps à travailler à l'hôpital et je fais un peu de sociologie quand j'en ai le temps, si vous voulez. Mais pourquoi, je me souviens en DEA, pourquoi quand j'ai lu Mauss, ça a résonné d'une façon singulière? Parce que ça m'a rappelé mes pratiques professionnelles. Parce qu'à l'hôpital, le don a extrêmement d'importance. Dans les services de soins, il est très fréquent que les patients amènent des chocolats, donnent des cadeaux aux soignants. Ça m'avait marqué. Et là, il y avait un effet de résonance qui me disait, là, il y a peut-être une piste, finalement, pour comprendre un petit peu le sens de mon quotidien. Alors, quand on se lance dans une démarche de recherche, on a notre propre constat personnel. J'avais effectivement l'impression que le don était présent à l'hôpital. Mais encore une fois, il faut dépasser ce simple constat qui peut être complètement subjectif et creuser un petit peu avec des auteurs pour voir si mes propos ont une réalité, s'ils résonnent quelque part dans les écrits. D'abord, le mot hôpital, le mot hospitalier renvoie à hospitalité, si vous voulez. Donc, et l'hospitalité, c'est la base du don. C'est l'hôte qui accueille des invités. Donc on est vraiment dans cette notion de don. Bien entendu, dès le XVIIIe siècle, les hôpitaux prennent une dimension d'enfermement. Mais à l'origine, on peut penser que le mot hospitalier nous montre finalement que les hôpitaux étaient structurés, pardonnez-moi, j'hésite, je cherche mes mots, étaient des lieux de don, pour faire simple. Ça, c'est un premier point. Maintenant, si on regarde les auteurs, ça conforte un petit peu ce que je vous dis. On peut citer Jacques Saliba, qui a écrit avec sa femme un ouvrage sur les infirmières. Il dit texto, on n'imagine pas le nombre de kilos de chocolat qui circulent dans un service hospitalier, en particulier à l'approche de Noël. Les clients remercient spontanément les prestataires de ces services par un geste purement gratuit. C'est un signe gratifiant de reconnaissance. Alors, il joue, vous voyez, sur le mot client, en opposition justement à la part gratuite des cadeaux. On peut citer un autre auteur, Petit A, qui a écrit sur les métiers de la santé. Il dit « Nous retrouvons chez l'infirmière laïque », parce que quand on regarde l'historique infirmier, on a la part religieuse qui nous envahit. Et le don chrétien, le don sacrificiel, le don de soi. Enfin, vous voyez, j'ai beaucoup de mal à faire passer un discours sur le don auprès de mes collègues hospitaliers, parce que il y a la charge, finalement, du 19e siècle. Petit A dit « Nous retrouvons chez l'infirmière laïque l'idée d'un don qui plonge ses racines dans la fonction traditionnelle de la femme et de la mère. » Là, il fait référence au sens féminin du soin. C'est-à-dire que dans l'histoire, c'était la mère de famille qui prenait soin
de la famille. Donc là, il y a tout un historique du soin. Mais il insiste, l'auteur insiste, il dit la notion de don hante encore le travail infirmier. Une bonne part de la littérature sur la relation patient s'exprime en termes psychologiques liés au don. Alors pourquoi, et c'est là une question qui à mon avis est primordiale, pourquoi l'univers hospitalier est un univers de dons ? Il faut s'intéresser cette fois aux écrits ou aux discours des patients atteints de maladies graves. En fait, l'approche de la maladie, voire de la mort, exacerbe notre rapport au vital. Et comme le don, si vous voulez, j'espère vous le montrer dans ma démonstration suivante, le don donne, apporte de la vie, apporte du vital, le don est lié au vital, ma foi, quand on est proche de la maladie, on a besoin d'un phénomène de reconnaissance par le don, si vous voulez, de se sentir un être entier face à la maladie. Alors je vous cite les propos d'une patiente atteinte d'un cancer. « Je voulais sauver ma vie pour les autres plus que pour moi-même. » Ça renvoie à cette notion de mort qui est une rupture vis-à-vis des êtres que nous aimons. L'amour que m'ont donné mon mari et mes enfants est un don inestimable. L'amour a fait naître en moi une énergie insoupçonnée. Une autre patiente ajoute « Mon besoin de donner existait auparavant, mais il a pris plus d'importance. » Un troisième patient « J'ai envie de vivre. J'ai l'impression que si je partais maintenant, je passerais à côté d'un tas de choses que je ne verrais pas. On a encore des choses à donner et à recevoir. » Donc on voit bien, si vous voulez, que l'univers hospitalier est un univers où le don est exacerbé. Autrement dit, l'approche de la maladie et de la mort exacerbe notre rapport au don. Alors pourquoi ? On va pouvoir faire une hypothèse, si vous voulez. C'est que Godbout, j'ai son ouvrage ici, je crois, ça s'appelle « Le don, la dette et l'identité », fait une brillante démonstration sur le fait que le don est identitaire. Bon, je vais résumer ses propos parce qu'il le développe très largement, mais il part du don d'organes et il montre au Canada que des patients qui ont reçu une greffe d'organes, qu'ils le vivent pleinement, parce qu'il y a des patients qui sont greffés mais qui ont une certaine culpabilité vis-à-vis du donneur. Non, Godbout prend le cas des gens qui vivent ce don d'organes, cette seconde chance, cette deuxième vie, si vous voulez, cette grâce, comme quelque chose de très positif. Et qui sont très à l'aise finalement vis-à-vis du donneur d'organes. Et il interroge ces personnes-là et il s'aperçoit qu'elles ne veulent surtout pas rencontrer la famille du donneur. Pourquoi ? Parce qu'elles auraient l'impression d'être pris pour un autre. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on pourrait projeter sur eux-mêmes, qui sont porteurs de l'organe de quelqu'un d'autre, une autre identité. Et à partir de cet exemple-là, il dit finalement le don est identitaire. Je m'intéresse au cadeau, c'est un peu l'objet de notre rencontre. Quand on offre un cadeau, on se pose toujours la question, est-ce que ça va être réussi, si vous voulez ? Parce qu'il faut qu'en fait, le choix que nous avons fait plaise à la personne qui va le recevoir. Il faut que le choix que nous avons fait soit en lien avec les goûts de la personne. Il y a de l'identité, de l'identique qui doit se jouer dans le cadeau. Donc je dirais qu'offrir un présent, c'est à la fois offrir quelque chose qui ressemble à la personne qui le reçoit, mais il y a aussi une part de nous-mêmes que nous donnons dans ce cadeau. Donc le cadeau, c'est un trait d'union entre deux personnes, et il se joue de l'identité aussi. C'est une reconnaissance de l'autre, si on veut viser juste. Un cadeau qui plaît, vous voyez, ça passe par la connaissance de l'autre. Donc je rejoins, alors j'ai schématisé, il m'en voudrait, les propos de Godbout, mais on voit bien que le don a une dimension identitaire, et justement, je fais cette hypothèse, ça mériterait des travaux bien plus conséquents, la maladie altère l'identité des patients. Et ça, je crois que c'est une dimension que nous ne prenons pas en compte dans une approche technologique de la médecine. Je vais vous citer quelques propos de patients
c'est un sidéen qui parle, il dit « Mobilisé par le virus, je me trouve un autre homme. Ma seconde nature est sidatique. Je suis un autre. » Vous voyez, il y a un changement identitaire qui est lié à la maladie. Un homme de 40 ans atteint d'un cancer. J'avais l'impression d'être dans la peau d'un autre. Je n'étais plus moi, et pourtant c'était moi. Un sidéen. Notre nouvelle date de naissance est celle du jour où nous avons découvert que nous portions le sida en nous. Donc on voit bien que la maladie, finalement, altère l'identité. Et c'est compréhensible, parce que la maladie altère le corps. Or, le corps est un élément important de notre identité. Nous nous présentons en fonction de notre taille, nous nous présentons en fonction de notre poids, de la couleur des cheveux, si on en a encore, de la couleur de nos yeux. Donc, vous voyez, des cicatrices, des tatouages. Donc, la maladie, en altérant, en affaiblissant le corps, finalement, joue sur notre identité. La maladie altère aussi les rôles sociaux que nous détenons. Il est très difficile, je pense, vis-à-vis de ces enfants, d'être un père malade, d'être un père amoindri, d'être un père écrasé par la maladie. Il est très difficile de tenir un rôle professionnel quand on est atteint d'une maladie grave. Donc, vous voyez, il y a, je pense, vraiment une dimension identitaire de la maladie qu'il faut, je pense, très profondément prendre en compte dans le soin. Et justement, le don, parce qu'il est identitaire, peut apporter une réponse à cette dimension-là. Ça serait un côté thérapeutique du don. Mais il est ambivalent profondément, nous allons le voir, donc il a aussi un côté pathogène. Alors, pourquoi je me suis intéressé au cadeau ? Qui est le sujet de ce soir, et vous me pardonnerez cette introduction un peu longue. J'avais en tête la phrase d'un sociologue qui s'appelle Zimmel, et qui disait, bien avant Mauss, qui disait « il faudrait s'intéresser à une sociologie du cadeau ». Donc je pense que quand il décrivait cela, il prévoyait un petit peu tout l'essai sur le don de Marcel Mauss et tout ce que ça pouvait apporter en termes de développement pour l'anthropologie et pour la sociologie. Mais moi, j'avais envie de prendre sociologie du cadeau au sens le plus strict, c'est-à-dire s'intéresser au mot cadeau. Et aussi, ça résonnait dans ma tête parce que je me revoyais enfant. Les cadeaux, pour moi, ce sont les cadeaux qui sont au pied de l'arbre du sapin de Noël, vous savez, et on trépigne quand on est enfant, on a envie de se jeter sur les cadeaux, de déchirer l'emballage pour voir ce qu'il y a dedans. On a les yeux qui brillent de désir, et puis quand on ouvre la boîte, il y a un effet de surprise, et là, il y a du plaisir. Autrement dit, si vous voulez, j'avais l'impression que le cadeau était un don particulier, que peut-être par ces particularités-là, il pouvait nous apporter une connaissance sur le don. Je vais le dire autrement. Lorsqu'on déchire le papier cadeau, il y a une apparition du don. Il y a une naissance du don. Il y a une épiphanie, vous voyez, du don. Et c'est ces dimensions-là que j'avais envie d'explorer. Pourquoi les cadeaux sont toujours emballés dans du beau papier chatoyant, vous voyez, très richement décoré. C'est un petit peu cela que je voulais questionner. Alors, je vais être franc avec vous. En me lançant sur des sujets comme ça me permet de m'échapper aussi de mon quotidien. Vous voyez, hein, ça fait du bien de temps en temps de se poser des questions qui n'ont aucune incidence a priori sur ce que nous vivons tous les jours. Ça nous permet de nous échapper. Alors le problème que j'avais, c'est qu'il faut explorer dans ce cas-là les représentations qui sont liées au cadeau, si on veut voir les différentes notions qu'il contient. Et étudier les représentations, ce n'est pas simple. On peut le faire lors d'entretiens, mais c'est très chronophage. Bon, je dois vous avouer que j'ai très peu le temps de lire de par mon travail à l'hôpital, donc je dispose peu de temps personnel. Donc il y avait un moyen simple, c'était d'étudier la place du cadeau dans la littérature, de voir à quelle notion il renvoyait, comment il était étudié. C'était une première piste, en allant peut-être jusqu'aux écrits grecs ou romains, hein, pour voir un petit peu comment ça va évoluer au fil du temps, et puis de regarder un petit peu l'étymologie du mot cadeau, l'évolution surtout de la sémantique du cadeau. Donc c'est un peu la démarche que je vous propose, et puis après nous reviendrons donc à des considérations plus terre à terre.
Alors à l'origine, le mot cadeau vient d'un vocable provençal qui est cabdel, qui veut dire personnage placé en tête, capitaine. Mais en fait, le mot cadeau est très rapidement employé pour désigner, alors je vais essayer d'être clair, ce sont les grandes lettres richement décorées qui commencent la page d'un manuscrit. Ce qu'on appelle les lettres cadelées, vous voyez, cadeau, cadelé. Donc ce sont les premières lettres du texte qui ornementent le texte. Ce sont en fait des initiales, richement décorées, avec de la dorure, avec un bleu, avec des couleurs extrêmement vives, qui rappellent un petit peu le papier cadeau, le papier des cadeaux de Noël. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une initiale, ça annonce une initiale, ça initie, ça annonce un commencement. Cette initiale richement décorée, finalement, appelle le texte. C'est une naissance du texte, c'est une apparition du texte qui va suivre. Donc on peut dire que le premier sens du mot cadeau, à travers la lettre cadelée, annonce effectivement l'idée d'une naissance, d'un commencement. Initial est un adjectif qui s'applique à ce qui constitue le commencement de quelque chose. C'est une enluminure en fait. Et une enluminure, ça sert à éclairer. Donc ça me faisait penser à la naissance du jour, vous voyez, où la lumière apparaît. Si je vous dis ça, c'est que ça va résonner avec la suite de mes propos. Le mot cadeau prend, dès le XVIe siècle, le sens d'enjolivure, enluminure, enjolivure. Donc on voit finalement que la notion de décor, d'ornementation, décoration est extrêmement importante. Et puis, au cours du XVIIe, il y a un changement sémantique. Le terme signifie alors une fête galante avec musique et banquet offerte à une dame. Ça change la donne. Il y a le mot galant qui suggère la séduction. On offre une fête à une dame, ce n'est pas tout à fait anodin. On peut penser qu'il y a une arrière-pensée dans la démarche. En 1650, je vous cite un extrait, c'est une fête que l'on donnait principalement à des femmes et on ajoute une partie de plaisir. Vous voyez, ça s'accentue. Si on cite Boulainvilliers en 1732, les plaisirs qui font naître l'homme étaient inconnus aux jeunes gens avant le mariage fixé à 20 ans, au lieu des ébats et des cadeaux qui rendent notre jeune noblesse déjà molle et épuisée. Alors là, ça en dit long. C'est-à-dire qu'il y a des ébats et des cadeaux qui rendent notre jeunesse épuisée. Alors c'est rigolo, parce qu'en 1732, vous voyez, la jeunesse paraît déjà débauchée. C'est où sont passées les valeurs d'avant. Et alors, une citation de Roland Barthes, qui est beaucoup plus proche de nous, enfonce le clou, c'est-à-dire que le cadeau est attouchement, sensualité. Tu vas toucher ce que j'ai touché, c'est une troisième peau qui unit. Donc là, on voit bien finalement que le cadeau est un véhicule de la séduction et qu'il suggère l'idée du plaisir et de la sexualité. Donc on peut imaginer que quand nous sortons, vous voyez, j'imaginais un peu comme ce bijou que l'on sort de son écrin, quand nous sortons le don finalement, le présent de l'emballage, du papier de soie, c'est quasiment presque une mise à nu en fait. En dernier lieu, je le cite parce que ça va résonner avec la suite, c'est que le 18e, à peu près, oui c'est ça, fin 18e, le mot cadeau signifie toujours une fête, mais il se rapproche il se rapproche du mot régal, qui signifie une fête de plaisir, on est toujours dans cette dimension-là, mais aussi un repas somptueux offert en l'honneur de quelqu'un. Le terme régal a produit celui de galant, donc on est toujours dans la séduction. Et le verbe régaler signifie donner un divertissement, puis faire plaisir, offrir un festin à quelqu'un.
Marie-France Noël, qui a écrit donc un article sur le Père Noël, sur le sens des cadeaux, estime que le mot cadeau dans le sens de repas est particulièrement utilisé dans les campagnes jusqu'au XVIIIe siècle. Donc on est là confronté à une troisième dimension sémantique. On est passé des lettres cadelées, de l'enluminure, aux fêtes galantes, à l'idée de sensualité, de plaisir, de séduction, de sexualité. Et là, on se rapproche d'un repas, d'un banquet, d'un partage, d'un don de nourriture. Si je le précise, c'est que ça va prendre sens par la suite. Alors j'en étais là avec ma démarche étymologique, mais enfin bon, il arrive un moment où on touche le bout, et on se dit comment poursuivre. Alors on peut jouer sur les synonymes du mot cadeau pour essayer d'élargir un petit peu la démarche. Et j'ai choisi le mot étrenne. Alors vous pourriez me dire, il y a un biais, parce que je passe du cadeau à l'étrenne, c'est pas sans conséquence. Bon, je prends le risque, parce que dans son premier emploi, le sens latin du mot étrenne, c'est celui de cadeau. Donc ça vaut le coup d'aller voir la signification des étrennes pour un petit peu compléter la démarche. Alors les étrennes, c'était des cadeaux qui s'échangeaient chez les Romains lors de la fête des Saturnales qui se déroulait du 17 au 23 décembre. C'est-à-dire juste avant le solstice d'hiver, juste avant l'apparition, le commencement de la nouvelle année. Ça renvoie, si vous voulez, quand je parlais des enluminures qui évoquaient la lumière, ben là, vous voyez, les cadeaux, les étrennes arrivent au moment où la lumière va réapparaître avec le solstice d'hiver, où la nouvelle année commence. Le terme étrenne est issu du latin strena, signifiant pronostic, présage, signe, puis cadeau, pour servir de bon présage. En fait, ce sont des amulettes, vous voyez, qui sont offerts, on va dire, aux dieux, pour faire en sorte que la nouvelle année se passe bien. À Noël, on se souhaite une bonne santé. Nous souhaitons les meilleurs vœux le soir du 31 janvier. Non, pas 31 janvier, 31 décembre, excusez-moi. Je suis pris dans mon texte. Vous voyez, mais j'irai plus loin. Effectivement, ce sont des dons pour solliciter les dieux pour la nouvelle année. Mais Godbout et Alain Caillé ont une réflexion à propos du Père Noël où ils disent que le Père Noël est un ancêtre et qu'il l'amène finalement, qu'il représente une filiation. Attachons-nous à un synonyme du mot cadeau. Le cadeau est un présent. Nous offrons un présent. D'accord ? Mais le présent, c'est un temps aussi. C'est le moment fugitif entre le passé, le Père Noël, et le futur, l'année qui va commencer. Donc j'aurais tendance à dire que les étrennes sont des dons de passage. Une façon de remercier pour l'année écoulée et une façon de demander de la bienveillance pour l'année qui va venir. Donc on peut penser qu'il y a une ambivalence du don, on pourra y revenir, et que justement cette notion de passage d'une année à l'autre justement suscite l'ambivalence. Il y a le regard vers le passé, mais il y a le regard également vers le futur. Si maintenant on s'attache au verbe étrenner, étrenner veut dire inaugurer quelque chose. Et dans le mot inaugurer, il y a le mot augure. Donc on retrouve bien cette notion de présage. Il y a une expression qui a traversé les siècles. Vous me pardonnerez, c'est un peu cru. Avoir l'étrenne d'une femme signifie la déflorer. Donc on retrouve la notion de sexualité. Alors on peut le comprendre, puisque étrenner quelque chose, c'est initier, c'est commencer, c'est débuter quelque chose. Mais c'est quand même curieux que du passé, nous avons gardé justement cette expression qui est liée directement à la sexualité. Offrir, s'offrir, c'est spécialement employé avec le sens de déclarer son amour, le sujet étant une femme, 1561, et surtout prête à se donner à un homme, 1865. Donc vous voyez que
même à travers les étrennes, nous avons donc cette idée de commencement. Les étrennes appellent la nouvelle année, appellent l'épiphanie qui va suivre le 1er janvier. Donc on retrouve cette idée de commencement, d'apparition, liée à l'initiale des lettres, aux lettres cadelées, et on retrouve quelques références à la sexualité. Pour aller plus loin, interrogeons-nous sur ce qui se donne lors de la fête des Saturnales. Et les premiers cadeaux chez les Romains, on les appelle la verveine. On donne des verveines. Un mot étrange qui prend plusieurs sens. La verveine du bois sacré, comme on dit de la déesse Strenia, pour le bon augure de la nouvelle année. En fait, la verveine, ça a plusieurs sens. Ça désignait des rameaux d'olivier, ou de laurier, ou de myrte, qui étaient portés en couronne par les prêtres dans les sacrifices. Donc il y a un lien très étroit, je n'aurai pas le temps de le développer ce soir, entre le don et le sacrifice. Et le roi se servait de ces rameaux pour battre symboliquement les traités de paix, les traités d'alliance entre les différentes communautés. Or le traité, si vous voulez, l'alliance, c'est le don. Hein. Les traités, à l'origine, passent souvent par un don de femmes qui scellent l'alliance, mais aussi par des échanges de cadeaux. Mais si on regarde bien le sens de ces verveines, vous allez voir qu'elles déclinent divers usages qui sont extrêmement intéressants. Elles constituent à elles seules une offrande. Ce sont les premiers cadeaux échangés lors de la fête des Saturnales, donc un don, un présent, un cadeau. Elles servaient à orner les autels avant le sacrifice, donc on retrouve la fonction d'ornement, lien avec les lettres chaldées, l'enluminure. On retrouve la dimension de sacrifice. Elles permettaient de confectionner des couronnes destinées aux prêtres, aux sacrificateurs, aux victimes et aux nouvelles mariées. Notion d'union, de vie conjugale, lien avec le mariage, qui est une alliance. Et une fois de plus, nous retrouvons la notion de sacrifice. Elles formaient des guirlandes pour décorer les maisons privées et les temples lors des cérémonies. On fait référence aux guirlandes de Noël, et on verra que ça a un sens sous l'angle du don. Et enfin, elles servaient à des usages médicaux, et là ça résonne avec mon quotidien. Enfin, la verveine est appelée l'herbe de Vénus, et elle sert à la confection des filtres d'amour. Donc nous retrouvons là directement la notion de sexualité. C'est l'élément indispensable de constitution des filtres d'amour. Donc si je résume mes propos, le cadeau effectivement suscite les idées ou les notions d'apparition, de naissance, d'épiphanie, mais ce sont aussi des véhicules du désir, du plaisir, et peuvent amener effectivement à la sexualité. Et je me suis aperçu, donc, en lisant un excellent article de Saint-Illan sur les grâces, la notion de grâce chez les Grecs, qu'en fait, la notion de grâce recouvrait toutes les dimensions sémantiques, que je viens de décliner du mot cadeau. Et les grâces, c'est un élément important. Les trois grâces, l'allégorie des trois grâces, c'est un élément important parce que ça va nous permettre de reboucler sur le don. Les trois grâces ont donné une iconographie extrêmement variée. On peut citer le tableau de Raphaël où on voit donc ces trois personnes nues qui se tiennent par la main dans une espèce de ronde enfantine. Et quand on étudie le sens que les auteurs anciens leur donnaient, ces trois grâces symbolisaient l'abondance, la splendeur et la liesse. Alors, mon discours peut vous paraître un peu éthéré, vous devez vous dire où il veut en venir. Je vais essayer de rebondir à la fin pour vous montrer les liens, enfin je le souhaite, être le plus explicite possible. Quand on parle d'abondance dans les auteurs anciens, il faut le penser comme une qualité de la vie elle-même. C'est une vie qui a un trop-plein de vie, une vie qui ne demande qu'à jaillir spontanément. La corne d'abondance, c'est une corne de vie, c'est le principe vital qui surgit abondamment, si vous voulez, qui est tellement généreux, qui est tellement spontané, qui ne demande qu'à se partager, à se répandre. Donc à l'origine, les grâces nous montrent qu'il faut penser, si vous voulez, le don comme un jaillissement de vie.
La splendeur, c'est un peu regarder ce jaillissement de vie qui apparaît en pleine lumière, comme l'enluminure, comme les ornementations des lettres cadelées. C'est la beauté qui se donne à voir. C'est la vie qui surgit du néant dans un moment, dans une épiphanie magnifique. Donc la splendeur contient les idées d'apparition et de naissance, un peu comme après le solstice d'hiver, au moment de l'épiphanie, où les jours deviennent de plus en plus longs et où la lumière réapparaît. Et enfin, la liesse, c'est le plaisir lié à la vie elle-même. La liesse s'épanouit dans la fête, dans le banquet. On va retrouver le sens premier du mot régal. En fait, ce qu'il y a derrière, je crois que les trois grâces, d'abord elles sont nues dans la représentation, elles expriment les ébats sexuels, si vous voulez, hein, où la vie jaillit, où il y a du plaisir, où il y a de la liesse. C'est ça le sens premier. D'ailleurs, les grâces sont les servantes d'Aphrodite, la déesse de l'amour. Elles président, pour Saint-Ian, les grâces représentent la sexualité, mais la sexualité pour elle-même, la sexualité gratuite, elle représente le plaisir, hein, en fait. Les grâces étaient les divinités de la fête et du jeu. Donc il faut, je pense, l'importance du banquet chez les Grecs, il faut imaginer ce moment d'euphorie quand on partage un don de nourriture, que le vin aidant, vous voyez, on a tendance à transgresser un petit peu les normes habituelles de comportement. Il y a une grande ambiance, il y a de la liesse, il y a de la vie qui s'échange. C'est un petit peu comme ça qu'il faut les penser. Quand on dit que l'abondance, c'est un trop-plein de vie, on le retrouve dans la littérature quand on pense à un jeune homme ou à une jeune femme qui déborde de vie, qui est pleine de vie. Vous voyez, c'est ce sens-là. Hein. Alors, pour reboucler, parce que c'est bien gentil ce que je dis là, d'accord, les grâces renvoient à un fluide vital, à une abondance de vie, au plaisir, à la joie, à la liesse. Il faut revenir, reboucler sur le don. Et on s'aperçoit que finalement, quand on étudie l'allégorie des trois grâces, que Marcel Mauss n'a en fait que redécouvert le don. Parce qu'il est bien exploré par les auteurs anciens, par Aristote, par Sénèque, dans son traité des bienfaits, il en parle énormément. Et en fait, le don est exploré dans les textes anciens à travers l'allégorie des grâces. Donc c'est une démarche interprétative à partir d'une iconographie. Donc ça n'a pas la même force que l'essai sur le don de Marcel Mauss, d'une pensée formalisée, argumentée. Vous voyez ? Donc tout cela se perd un petit peu dans des dérives ou des démarches interprétatives tout au long des siècles, et il faut l'écrit de Marcel Mauss pour remettre le don au goût du jour. Mais quand on lit les textes anciens, les dimensions du don apparaissent clairement. Sénèque nous dit très clairement pourquoi il y a trois grâces. Selon certains, il y en aurait une pour donner, la seconde pour recevoir et la troisième pour rendre. Donc vous voyez bien que abondance, splendeur, liesse nous renvoie bien aux trois dimensions du don, donner, recevoir et rendre. Pour aller au-delà, il faut que je regarde le temps parce que j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Je vais vous citer un passage d'un dictionnaire du 18e, ou du 17e, pardon, excusez-moi, du 17e, qui est assez explicite. On appelait les trois déesses charité, les trois grâces, si vous voulez, nom dérivé d'un mot grec qui veut dire joie. Pour marquer que nous devons également nous faire un plaisir et de rendre de bons offices et de reconnaître ceux qu'on nous rend. Elles étaient jeunes, les trois grâces, pour nous apprendre que la mémoire d'un bienfait ne doit jamais vieillir. Ça veut dire que lorsque on nous a offert quelque chose, lorsque on nous a donné quelque chose, il faut le temps de la solidarité, comme dit Sénèque, mais il ne faut surtout pas oublier ce don reçu. Hein ? Les trois grâces ne doivent pas vieillir. Elles sont vives et légères pour faire connaître qu'il faut obliger promptement et qu'un bienfait ne doit point se faire attendre. Dans cette allégorie de la vie qui jaillit, ça veut dire que le don est spontané. On a envie de donner à quelqu'un.
C'est pas calculé. Bon, certes, comme dit Alain Caillé, l'intérêt peut être lointain, mais on peut penser qu'il y a quand même quelque chose de très spontané, de très généreux dans l'acte de donner. Ainsi les Grecs avaient-ils coutume de dire qu'une grâce qui vient lentement cesse d'être une grâce. Un don trop calculé, trop lent, trop mijoté, si vous voulez, perd la dimension du don. Les grâces, telles que Raphaël les représente, se tiennent par la main. Ce qui signifie que nous devons, par des bienfaits réciproques, serrer les nœuds qui nous attachent les uns aux autres. Autrement dit, le don crée le lien social. Et on verra, on pourra imaginer que les guirlandes de Noël symbolisent cette chaîne des dons. Enfin, elle dansait en rond pour nous apprendre qu'il doit y avoir entre les hommes une circulation de bienfaits. Et de plus que par le moyen de la reconnaissance, le bienfait doit naturellement retourner au lieu d'où il est parti. Vous voyez, c'est la chose donnée qui revient à son propriétaire. C'est ce que Marcel Mauss a mis en avant en étudiant les sociétés polynésiennes et de l'Amérique du Nord. Donc en gros, à travers les notions d'apparition, d'épiphanie, de naissance, de sexualité, de plaisir, on voit que les trois grâces nous renvoient non seulement aux dimensions du don, mais qu'elles contiennent toute l'évolution étymologique et sémantique du mot cadeau. Alors vous allez me dire à quoi ça sert tout ça? Peut-être que se dire effectivement qu'il y a un côté spontané du don. Donc il y a de la liberté dans le don. Mais, et c'est là qu'on peut aller au-delà, Saint-Hillan nous dit aussi qu'il y avait une deuxième acception des grâces dans la littérature antique qui est renvoyée à la notion de justice. C'est-à-dire qu'on voit bien l'image du banquet, il y a de la fête, il y a de la liesse, on partage de la nourriture, on est bien ensemble, on se sent heureux de vivre. Le don est spontané, il se propage. Mais dès lors qu'il parcourt la dimension sociale, dès lors qu'il fait système au sein de la société, il rencontre la notion de justice. C'est-à-dire que si l'on donne, il faut à un moment donné que nous recevions. Et c'est là que les obligations de donner, recevoir et rendre apparaissent dans l'espace social. Donc on voit bien que à travers le don, il y a une dimension de liberté individuelle, mais il y a une notion aussi de contrainte collective. Or, le problème de la sociologie, elle est traversée par deux paradigmes. Soit on part pour expliquer le lien social ou les faits sociaux des individus, on essaye de comprendre ce qui motive leurs actions, on arrivera à cerner les faits sociologiques, on part de l'individu, de son action, soit on part des institutions en disant que les institutions créent le lien social par la contrainte. L'effet classique, c'est la mode. Le matin, quand on se lève, on ne s'habille pas n'importe comment. On a des comportements qui sont codifiés par la société. D'accord ? Donc il y a deux paradigmes qui parcourent le champ sociologique. Le paradigme individuel, il faut partir de l'individu pour comprendre la société. Le paradigme institutionnaliste, qu'il faut partir des institutions pour comprendre les faits de société. Le paradigme, comme l'évoque Alain Caillé sur le don, apporte une troisième voie, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la spontanéité qui vient de l'individu, mais il y a aussi de l'obligation qui vient du collectif. J'espère avoir été clair, parce que c'est un petit peu le point important que je souhaitais faire passer ce soir. Il me reste 10 à 15 minutes, donc je vais essayer d'accélérer. J'ai rencontré, alors j'étais toujours dans ma recherche sur le sens de mon cadeau et ce lien avec la sexualité, et je tombe sur un ouvrage qui s'appelle, de Julia Sissa, qui s'appelle Le corps virginal et qui s'intéresse à la femme dans la société grecque antique. Et il y a un passage qui est extraordinaire, parce que j'en arrive à mon questionnement de me dire, mais finalement ce papier que l'on déchire, est-ce que c'est pas quelque chose comme un voile, vous voyez, qui masque un petit peu le don, et il faut soulever le voile pour le voir apparaître le présent en pleine lumière. Un peu comme, vous savez, quand on sort la bague ou le bijou que nous offrons de l'écrin. C'est un peu ce qui me
me poussait. Je me disais, il faut questionner cette notion de voile. Et je tombe donc sur ce livre de Julia Sissa. Et elle explique les rites nuptiaux dans la Grèce antique. Et là, ça prend une dimension assez extraordinaire, dans le sens où elle explique que le soir du mariage, au moment où le marié et la mariée se retrouvent dans l'intimité, la mariée a un voile, et le mari lui offre des cadeaux. Et ces cadeaux s'appellent les dons du voile soulevé. C'est-à-dire qu'en lui offrant un présent, en lui offrant un cadeau, elle va se dévoiler, elle va enlever le voile, comme on ôte le papier cadeau, et elle va apparaître, une épiphanie, en pleine lumière. Et là, chez les Grecs, il y a un moment extrêmement important, c'est que le marié la regarde, et s'il approuve ce qu'il voit, s'il la regarde dans les yeux, c'est un phénomène de reconnaissance. Il la prend pour épouse, si vous voulez. Le pire serait qu'il détourne le regard, vous voyez, voilà. Donc, terrible, terrible à vivre. On voit bien la dimension du cadeau. Là, je ne sais pas si j'arrive à vous le faire partager, mais quand nous offrons quelque chose à quelqu'un, quand cette personne enlève le papier cadeau, qu'il y a le désir dans ses yeux et que ce désir se transforme en plaisir à la vue de l'objet, on se dit qu'il y a reconnaissance. C'est-à-dire que le cadeau que nous avons choisi lui plaît, lui ressemble. Vous voyez ? Voilà où j'en étais, donc, dans ma démarche qui m'emmenait très loin de mon quotidien hospitalier, mais je dois avouer en toute sincérité qu'il me fait du bien aussi. Et à partir de là, j'ai eu l'idée de questionner, j'espère que je ne vais pas être trop long pour déborder, de questionner l'idée, l'expression de cadeau empoisonné qui revient très souvent et qui questionne beaucoup les psychanalystes autour de la notion de dette, qui questionne aussi les sociologues sur le sujet du don. C'est-à-dire qu'on pense que lorsqu'on offre quelque chose de démesuré, si nous offrons quelque chose d'une valeur inestimable à quelqu'un, nous le mettons dans une situation, dans l'incapacité de pouvoir rendre, de pouvoir produire un contre-don. Donc du coup, nous l'aliénons, si vous voulez. Donc là, il y a un côté pervers du don. On peut acheter, enfin, vous voyez, j'emploie le mot acheter, j'emploie plus le mot donner. On peut asservir quelqu'un par un don extrêmement fort, un don qui écrase tout contre-don possible. Je vais vous citer un exemple qui vient du monde hospitalier. Il y a eu un documentaire sur France 3 sur un patient qui... alors, attendez que je retrouve mes petites fiches, que je ne me perde pas, voilà. Qui, en 1950, ce pauvre monsieur, il doit avoir à peu près l'âge de 20 ans, 25 ans, a un gros problème d'insuffisance rénale, c'est en 1955. Et il faut absolument qu'il ait une greffe d'un rein pour pouvoir survivre. Et son père, se propose comme donneur potentiel. Et le chirurgien accepte, parce que, si vous voulez, il y aura moins de rejets envisageables du fait de la parenté. Donc c'est le don idéal, quelque part. Donc on greffe le rein du père sur le fils. Et là, ça commence à devenir chargé, si vous voulez, parce que le don de naissance, notre père nous a offert notre vie. La naissance est un don de vie et nous avons une dette vis-à-vis de nos parents. On a d'ailleurs beaucoup de mal à leur rendre puisqu'on est souvent obligé de les placer quelquefois dans des établissements pour personnes âgées et ça suscite beaucoup de culpabilité. Parce que là, le contre-don devrait justement s'exprimer dans le fait de prendre en charge nos personnes âgées, mais notre vie, notre société moderne le rend difficile. Alors on voit que Jacques, je vais l'appeler Jacques X, après cette greffe du rein, partage un logement avec son père. C'est-à-dire que son père a un pavillon de banlieue et que Jacques vit à côté. Une loge lombaire vaut bien un logement, vous voyez. Donc, en fait, par ce deuxième don de vie, Jacques est un peu aliéné à son père. Et il se sent obligé de passer sa vie
à côté de son père. Le destin est parfois terrible parce que 28 ans après, on trouve une tumeur du foie chez Jacques X. Et le chirurgien se dit, dans une dimension, une approche biologique de la greffe, la greffe rénale a bien marché, retentons l'exemple, si vous voulez, de la greffe familiale. Et on demande à la sœur est d'accord. Mais le problème de la sœur, c'est qu'elle a un foie très innervé, très difficile à séparer, et ça sera impossible à greffer à son frère. Et c'est encore le père, si vous voulez, qui se présente comme donneur potentiel. Et le chirurgien se dit, bah, c'est parfait, ça a marché une fois, ça marchera 2 fois. On greffe le foie sur Jacques X, et Jacques fait une septicémie, fait un empoisonnement. Et le chirurgien a une phrase dans le documentaire sur France 3 qui est dans une vision biologique de la greffe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais oui, mais il avait reçu un premier don de vie à la naissance. Il en avait reçu un deuxième qui l'avait aliéné à son père, qu'il était obligé de partager le logement. Est-ce qu'il pouvait donner contre-don avec une deuxième greffe? Donc, Jacques s'empoisonne. Et on est obligé en urgence de lui faire une nouvelle greffe venant d'un mort, et là Jacques se rétablit et la greffe se passe très bien. Donc la tendance veut dire que finalement un cadeau devient pathogène, ou un cadeau devient empoisonné à partir du moment où il est excessif, où il n'autorise pas le contre-don. En fait, le problème fondamental, c'est une question de dosage. Or le mot dose, c'est intéressant, vient du grec dosis, qui veut dire donner. Voyez, il faut donner avec mesure, si vous voulez, pour que le don ne devienne pas pathogène. Ceci étant dit, est-ce que ça suffit à expliquer cette dimension pathogène du don? On a vu, à travers l'approche du cadeau, je vais accélérer, je vous prie de me pardonner pour le retard, j'espère que vous pouvez encore m'accorder 10 minutes. On a vu à travers le cadeau qu'on cela renvoie indubitablement à la notion de sexualité. Est-ce qu'il n'y a pas, dans l'expression cadeau empoisonné, d'autres dimensions? Alors, même démarche, intéressons-nous à l'étymologie. Le mot poison vient du latin potio, qui signifie à l'origine action de boire, puis breuvage, boisson, puis filtre d'amour. Ah, commence à résonner avec l'herbe de Vénus, vous voyez. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant le XVIe siècle, le poison s'exprime dans le genre féminin. C'est la poison. Ça ne veut pas dire que les femmes sont des empoisonneuses. C'est pas ce que je veux dire. Vous me pardonnerez. La poison. Et il prend le sens véritable de substance toxique au cours du XVIe siècle en changeant de genre. Donc vous voyez, pour les femmes, tout va bien. Ça devient véritablement un poison quand il devient masculin. Ouf, on est sauvé. Donc il y a une bascule du genre féminin au genre masculin. Mais bien avant le mot poison, le vocable qui signifiait une substance toxique était le mot venin. Donc si nous voulons remonter un petit peu aux origines, plutôt que de parler de cadeaux empoisonnés, on pourrait parler de cadeaux venimeux ou de cadeaux envenimés. D'accord? Or, ce qui est intéressant, c'est que le mot venin vient de la même racine indo-européenne que Vénus. Bon, alors on continue à chercher, vous voyez, on a fait le tour de l'étymologie, et puis on a toujours un peu de chance quand on cherche comme ça, et je tombe sur un deuxième bouquin extrêmement intéressant qui s'appelle Le Venin, de Corinne Bougeot, et qui a étudié justement ce qu'elle appelle les bêtes à venin dans les films d'horreur. Alors elle a le choix, il y a les abeilles tueuses, il y a les serpents, il y a les scorpions, il y a tout ce qu'on veut. Il y a nombre de téléfilms ou films d'horreur qui sont basés sur ces petites bêtes. Et elle s'aperçoit finalement que ces bêtes à venin, comme elle les appelle, piquent pratiquement toujours dans ces films des couples illégitimes. Ouais.
et que l'envenimation se fait souvent lors d'un ébat sexuel. Hein? En fait, les bêtes à venin attaquent des personnes qui ont rompu les alliances du mariage, les alliances traditionnelles, et qui sont un petit peu à la marge. Enfin, à la marge. Le mariage a du plomb dans l'aile actuellement, mais si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, dans l'adultère, quoi, pour faire simple. Hein. Et que ça touche souvent, dans ces téléfilms, des marginaux. Alors, elle fait même référence à l'aventure de Tristan et Iseux, et elle montre que l'histoire est souvent l'histoire de Tristan et Iseux était une suite d'envenimation. Tristan est blessé au combat par une épée empoisonnée. Il n'y a qu'Iseux qui peut le guérir. Iseux doit être marié avec l'oncle de Tristan, donc ils partent en bateau pour rejoindre la Bretagne. Par mégarde, ils absorbent tous les deux un filtre d'amour, tombent amoureux bien entendu l'un de l'autre, deuxième empoisonnement. Finalement, sont obligés de s'enfuir, vivent dans la forêt, marginalisés, vous voyez, redécouverts par le roi de Bretagne qui pardonne, qui les gracie, et puis finalement, Tristan est à nouveau blessé au combat. On appelle Iseux à son secours, mais la nouvelle femme de Tristan fait échouer l'arrivée d'Iseux, je fais simple, hein. Donc Tristan meurt de sa blessure et Iseux de désespoir. Donc on a bien une notion d'envenimation, de couple illégitime, et finalement quelque chose qui se termine mal. On a l'impression, si vous voulez, ce que Corinne Bougeot le dit très bien, le venin déchaîne le désir sexuel et fait fi des lois du mariage. Donc si on se reporte à des sociétés plus traditionnelles, le mariage sert à des alliances entre familles. Le mariage n'est pas l'aboutissement d'un amour partagé. C'est souvent des associations, des stratégies entre familles. Il y a une dot qui accompagne le mariage, vous voyez. C'est souvent autre chose que de la passion. Hein. Et finalement, ce qui relève de la séduction, c'est le danger dans une société traditionnelle basée sur le mariage. La séduction, finalement, met en péril les alliances autorisées, les alliances qui créent l'ordre social. Donc finalement, le cadeau empoisonné, ce serait un cadeau qui serait vecteur de séduction et qui pourrait bouleverser l'ordre social traditionnel. On voit, il y a un excellent article sur la sorcellerie dans l'île de la Réunion qui montre qu'en fait, les filtres d'amour servent à, quand il y a une passion entre des êtres qui ne peuvent pas socialement se marier. Et il y a des différences de classe sociale et tout le monde ne peut pas épouser tout le monde. Et quand on n'est pas autorisé à épouser quelqu'un qui n'est pas de notre milieu, là, le filtre d'amour intervient, la sorcellerie intervient pour justement transgresser l'ordre social. Alors tout ceci aurait une pertinence si nous retrouvions dans la littérature quelque chose qui serait de l'ordre du venin d'amour ou du venin amoureux. Alors je vais vous citer quelques exemples, parce que j'en ai retrouvé pas mal, hein, beaucoup plus que je ne croyais. 1772, comment pensez-vous que tout cela doit défaillir aux amants, lesquels ayant tous les sens par le venin d'amour empoisonné et altéré. 1731, il n'a pas pu les purger entièrement de ce venin d'amour dont elles étaient si infectées. La transmission de la toxine amoureuse s'effectue par les yeux. Je puise dans leurs yeux un venin amoureux, 1853. Carnel, dans un ouvrage de 2004, a particulièrement étudié la symbolique du venin dans la poésie ronsardienne. Et alors on écrit, je suis désolé mesdames, mais depuis Ève, vous êtes chargés de tous les maux. Les femmes sont naturellement dangereuses, et notamment par leur regard. L'amour passionnel et concupiscent produit nécessairement un empoisonnement. On est bien dans la notion, vous voyez, de cadeau empoisonné. La femme produit une toxique nocive pour son environnement. Vous êtes gâtés, hein. Et surtout pour son amant.
ce poison est assimilé à un sperme féminin. Donc on a, si vous voulez, l'image de la séductrice qui corrompt l'ordre social. D'ailleurs, le mot corrompre est intéressant puisqu'il veut dire effectivement corrompre à l'origine, mais aussi séduire. Et on retrouve dans ce venin d'amour l'image de la vipère. La vipère, alors une citation de 1800, la vipère a les yeux très vifs et comme si elle sentait la puissance de son venin, ses yeux brillent. C'est le désir qui brille dans les yeux. C'est le regard séducteur de la femme qui va se porter sur son amant. Bien entendu, vous êtes seul coupable. Et qui dit venin, dit dard. Et on dit que la vipère darde son regard sur sa victime. C'est un regard pénétrant, presque au sens sexuel du terme. C'est-à-dire que le venin de la vipère, se répand dans le corps après une pénétration, vous me pardonnerez. On a regardé longuement cette langue comme une sorte de dard dont la vipère se servait pour percer sa proie, et on l'a comparée à une flèche empoisonnée. 1800. L'œillade amoureuse, comme un cupidon toxique, devient meurtrière. Son regard humide et lent pénétrait la pauvre Marthe comme une flèche empoisonnée. George Sand, 1843. La notion d'amour, impossible, que nous retrouvons à travers le travail de Corinne Bougeot, se manifeste à nouveau. Pourquoi as-tu enfoncé dans mon âme la flèche empoisonnée de l'amour impossible ? 1845. On voit que les verbes pénétrer, l'adjectif enfoncé de ces citations, l'image de la flèche qui pique et qui transperce, suggèrent fortement une dimension érotique où le sperme venin se répand. Le regard poison devient pénétrant. Corinne Bougeot, lorsqu'elle étudie les téléfilms mettant en scène des bêtes à venin, nous offre la même analyse. L'agression est confondue avec un geste érotique, suggérant la pénétration du corps, l'idée d'une possession, d'un viol de l'intimité corporelle. Le dard ou la morsure symbolise-t-il l'acte sexuel. Donc vous voyez, dans la notion de cadeau empoisonné, il y a bien l'image de séduction, finalement, ou de quelque chose qui corrompt, qui transgresse l'ordre social. Alors allons plus loin, et je pense qu'on peut se permettre de dire que le serpent est un symbole phallique, dans le sens où il est très rectiligne et qu'il se dresse, mais c'est aussi un trait, et un trait c'est une flèche. Des archers tirent des traits. Et on peut se dire que la flèche empoisonnée est peut-être la version originelle de notre expression du cadeau empoisonné, finalement. Et tout ça, alors là, il faudrait poursuivre, il y aura un gros travail à faire, mais ça me suggère un peu, ça m'a fait penser aux drogués, si vous voulez. Dans le sens où il faut revenir au grec dosis, qui veut dire donner, et qui a donné le mot dose. Et avec la drogue, il y a la piqûre qui pénètre le corps. Et on se marginalise vis-à-vis de l'ordre social. Donc il y aurait un peu, à mon avis, toute une symbolique à étudier autour de la drogue. Donc en fait, pour résumer, et je vous donnerai juste après parce que j'ai épuisé le temps largement et je vous prie de me pardonner, pour résumer, je n'irai pas jusqu'au bout mais ce n'est pas grave, pour résumer mes propos, le don a un rapport ambivalent avec l'amour, puisqu'on voit bien que les grâces représentent la sexualité, que le cadeau est un vecteur de séduction, mais que dans les sociétés traditionnelles, les sociétés construites autour du mariage, construites autour des alliances, forgées sur le don, ben là, ma foi, le cadeau empoisonné comme un antidon, qui réclamerait un antidote, vient justement pervertir un petit peu l'ordre social. Bon, juste très rapidement, chez les Grecs, il y a une loi de Solon qui fait que lorsque la fille d'une famille a une relation illégitime avant son mariage, elle n'appartient plus à la famille et le père a le droit de la vendre parce qu'elle corrompt finalement le corps familial. Dernier point, on voit que l'image de la séductrice, que le venin séducteur passe par les yeux. Il y a un mot italien qui est le mot mascara. Le mascara souligne l'œil, renforce la puissance du regard, renforce la dimension séductrice de la femme. Et le mot mascara a donné également le mot masque.
Et la sorcière avance toujours masquée. Hein. Le voile des rites nuptiaux de la Grèce antique se transforme en un masque. Malinowski, quand il a étudié les sociétés du Pacifique, dit que la sorcière est invisible. Ah oui, elle est invisible parce qu'elle avance dans les ténèbres, elle avance masquée, on ne la voit pas. Hein. Donc derrière l'image de la femme séductrice, il y a l'image de la sorcière. Vous me pardonnerez, mesdames, de terminer sur ce sujet-là. Hein. Je dirais simplement que, bon, je me suis très éloigné de mon quotidien hospitalier, peut-être pour me faire plaisir, hein, aussi, je le dis très nettement, mais j'ai aussi, il me reste en 1 minute, je vais vous dire sur quoi je voudrais continuer, c'est qu'avec Alain Caillé, on a écrit un article sur l'effet placebo. C'est-à-dire qu'il y a dans le médicament une force symbolique, hein, qui augmente les effets de la drogue. Hein. Quand les médecins font des groupes témoins où on injecte ou on donne de l'eau à la place d'un médicament, il y a quand même un effet qui se produit. Hein. Donc je pense qu'il serait extrêmement intéressant de comprendre l'effet placebo. On voit bien avec l'histoire de Jacques X que si on amène une démarche symbolique à côté de l'approche de l'approche purement, ça marche plus, de l'approche purement biologique, on voit bien que ça pose problème. Qu'il fallait, à côté de l'approche purement biologique du chirurgien, penser autrement à travers le don ce problème de la double greffe. Donc l'effet placebo mériterait d'être connu. Et il y a quelques pistes. D'abord, bon, placebo vient du mot plaire. Donc on retrouve cette notion de séduction. Vous voyez, à travers. Et certains auteurs disent que l'effet placebo serait un petit peu le cadeau du médecin. Donc il y a là des pistes extrêmement intéressantes. Je vous en suggère une autre. La première fois que l'emballage est apparu dans notre société industrielle, c'était pour un médicament qui traitait de la fièvre. Donc une piste intéressante. Il y avait des boîtes qui servaient à contenir les drogues dans l'Antiquité au Moyen-Âge, et quand on ouvrait ces boîtes, apparaissait l'image des 3 grâces. Vous voyez ? Donc je pense qu'il y a il y a une dimension extrêmement intéressante à poursuivre cette réflexion à partir du cadeau pour explorer l'effet placebo, mais pour au-delà peut-être amener une autre approche du soin. Je ne sais pas si vous avez assisté à la présentation de Philippe Chagnal, ou qui montre qu'à travers la révision générale des politiques publiques, tout tend à être quantifié, codifié à l'hôpital, facturé, et que ça nous pose problème parce que l'hôpital n'est pas une usine à soins, mais qu'il faut beaucoup de relationnel autour du patient, que malheureusement ce relationnel n'est pas mesuré, n'est pas reconnu actuellement, et que je pense qu'il y aurait fort à gagner à explorer ces dimensions symboliques pour accompagner la médecine moderne. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, et merci beaucoup. Alors c'était lourd d'étymologie, de références, pardonnez-moi, hein, Monsieur ? Merci beaucoup. Merci. À propos du cadeau empoisonné, empoisonnant, Oui. et j'espère que les chocolats des patients ne le sont pas, hein, détrompez-nous, ou détrompez-moi, ou confirmez-nous. Vous avez cité furtivement le nom de Simmel, Oui. Georges Simmel, pour une sociologie du don. Il me semblait qu'en allemand, le mot don, gift, veut dire équivalemment poison. Oui. Et alors, à ce moment-là, on pourrait rapprocher ça d'un dire de Mozart qui avait exprimé cette pensée en disant « Il est bien malaisé de faire un don à quelqu'un qui n'est pas en mesure de vous en faire un de comparable. » Mais donc, en allemand, c'est bien « gift » qui a le double sens. Tout à fait. On peut aller plus loin parce que alors, la citation, je ne la connaissais pas, mais elle est magnifique. Hein, effectivement, cette ambivalence, hein, dont je parlais quand je parlais des dons de passage,
on le retrouve toujours. Hein. Effectivement, gift veut dire don, mais veut dire également poison. Hein. Donc on a bien ces deux sens et ça pose bien le problème à la fois de la dose et finalement de la volonté qu'il y a derrière le don. Parce qu'il y a des dons bénéfiques et des dons maléfiques, hein, très clairement. Bon, j'ai pris l'angle de la séduction, mais dans le clientélisme, à travers des dons, on peut acheter aussi l'autre personne. Hein, vous voyez, donc complètement, il y a toujours cette ambivalence. On le retrouve dans le mot pharmacon aussi, qui veut dire une drogue, un médicament, mais ce qui signifie également poison. Hein. Et là, justement, la dose et la juste mesure. Hein. Sénèque parlait de la tempérance, en fait. Hein, dans l'acte de donner. Merci hein, pour la citation. Et pardonnez-moi, juste un sens signifiant en allemand, alors je peux me tromper, hein, Schulden, Schuld, enfin c'est le pluriel, le singulier, ça veut dire dette et culpabilité. Oui. Mais je crois que ça serait intéressant de développer cette approche du don et de la sexualité, parce que bon, ce que j'ai parlé, c'est du désir finalement à travers ce cadeau. Et si on pouvait établir des ponts entre la psychanalyse et la sociologie du don, je crois que nous aurions des pistes de recherche extrêmement intéressantes. Madame ? Oui, moi en fait, je voulais vous entendre dire que... par rapport à Jacques, enfin, l'histoire de Jacques X, oui. S'il n'avait pas su que c'était le foie de son père, il ne l'aurait pas rejeté. Alors, si ça avait été s'il n'avait pas su que c'était le foie de son père, tout en étant le foie de son père, est-ce qu'il l'aurait rejeté ou pas? C'est ça que j'ai pas... Ouais, c'est ça. Bah, je n'ai pas la réponse. Hein. Bon, la France insiste énormément sur l'anonymat hein, dans les greffes d'organes. Hein. Je ne suis pas un spécialiste de la démarche. Si on penche pour la... Bon, j'ai pris Jacques X pour illustrer mes propos, hein, mais si on penche, parce que c'est un cas, donc on ne peut pas en tirer une généralité, mais si on penche pour la dimension symbolique, effectivement, s'il n'avait pas su que c'était le foie de son père, on peut penser qu'il l'aurait accepté. Mais bon, j'ai pas la réponse, hein, en toute honnêteté. Le micro marche? Oui, d'accord. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé du côté thérapeutique du don et du côté pathogène. Et là, je voudrais revenir sur le côté pathogène et justement sur l'histoire de Jacques X des greffes et du cadeau empoisonné quand vous dites offrir un don extrêmement élevé qui ne pourra pas être rendu, qui est une sorte d'aliénation, et le cadeau qui devient pathogène quand il n'autorise pas le contre-don. Alors, un cadeau empoisonné quand il est conscient, c'est-à-dire que la personne le fait le don en étant conscient que c'est un cadeau empoisonné, et la personne qui fait un cadeau habituel et qui finalement devient empoisonné sans qu'il le sache. C'est-à-dire c'est deux parties complètement différentes et qui peuvent exister habituellement. Oui, tout à fait. C'est là qu'on voit toute la complexité. Hein. Moi, je un peu survolé la démarche. Il y a les cadeaux à empoisonner, effectivement volontaires, et ce que Alain Caillé appelle la face noire du don, c'est la vengeance, c'est la sorcellerie. On charge, c'est la puissance de la chose donnée, comme disait Marcel Mauss. Et on charge cette chose donnée de bienfaits ou de maléfices. Hein. Donc il y a une volonté derrière, effectivement. Et puis il y a peut-être, effectivement, parfois où nous pouvons nous tromper. Je ne suis pas sûr d'avoir toujours fait les bons cadeaux.
d'avoir toujours trouvé une chose offerte qui correspondait à la personne. Et lorsqu'on se trompe, lorsque nous offrons quelque chose qui est aux antipodes de ce qu'est la personne, moi ça m'est arrivé. Hein. Je me souviens, j'étais enfant, hein, on m'offrait des choses qui ne me plaisaient pas du tout, ça créait un certain malaise. Hein. Si on se dit, enfin, c'est un problème de reconnaissance. Donc effectivement, il n'y a pas la volonté de nuire, hein, mais il y a une inadéquation, merci, qui peut suggérer des effets un peu néfastes. J'espère que je ne trahis pas votre pensée. Il y a aussi, on voit bien la force du don. Moi, il y a quelque chose, alors vous allez peut-être dire que je suis un peu vieux jeu, comme notre ami de 1732 qui critiquait la jeunesse, mais sur eBay, je vois régulièrement en janvier, vendez vos cadeaux de Noël. Bon, bah, c'est quelque chose qui me fait mal, vous voyez. Alors bon, on peut imaginer, si j'ai déjà un objet usuel et qu'on m'en offre un second, peut-être que je peux m'en débarrasser d'un. Mais cette association « Vendez vos cadeaux de Noël », ça fait mal. Je ne sais pas si vous partagez ce sentiment. Donc il y a autre chose, hein, il y a autre chose, et c'est complexe ce qui se joue dans ce trait d'union qui est le don. Tout à fait. Et c'est... Oui, tout à fait. Merci de cette réponse. Mais vous avez dit également que on voit quand on ouvre le cadeau dans le regard, celui qui, c'est un peu la comparaison par rapport aux trois grâces, c'est-à-dire dans le regard, on voit s'il est content, pas content. C'est-à-dire il regarde et sinon il détourne le regard et ça pourrait vouloir dire que finalement ça ne lui plaît pas le cadeau. Exactement. C'est un peu vous savez, quand la mariée soulève le voile. Si le mari détourne le regard, c'est perdu. Hein, c'est un moment, ouf, on n'aurait pas envie de le vivre. Hein. Et là, effectivement, à mon sens, c'est la même chose. Vous avez bien raison de le souligner. Bonsoir. Il y a le cadeau, l'envie de faire plaisir qui peut échouer. Oui, je suis là. Je vous cherche, je vous voyais. Merci. Le cadeau, l'envie de faire plaisir qui peut échouer parfois et devenir le cadeau empoisonné. Mais il peut aussi y avoir l'envie d'aider. Et comment ne pas empoisonner ses amis en voulant les aider? Trop les aider? Oui. Oui, tout à fait. Ce que vous dites me rappelle des cours de psycho que j'avais dans ma formation de soignant, vous voyez, où on me disait, mais il faut toujours attendre que quelqu'un vous formule une aide pour le faire. Hein? Faut qu'il y ait une demande, vous voyez. Et effectivement, on peut être plein de bonnes intentions et faire beaucoup de dégâts, hein. Ça, c'est très clair. Ce que vous dites résonne avec ma pratique de soignant, c'est-à-dire que quand on a affaire à quelqu'un de choqué après un accident ou qui est en prise avec sa maladie, il faut faire très attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait, parce qu'un excès dans un sens ou dans un autre, on peut provoquer effectivement des réactions totalement différentes. Suggérer que c'est peut-être grave alors que ça ne l'est pas. Vous voyez, il y a toute cette difficulté des rapports humains qui n'est pas simple. Et là, la psycho doit prendre le relais de la sociologie, hein, très clairement. Je réponds un peu, enfin je confirme ce que vous dites en tout cas. La complexité, voilà. Hein. Les échanges humains sont d'une complexité extraordinaire, et si avec le don on peut essayer de comprendre 30 à 40% des comportements, et encore, c'est sûrement exagéré, c'est déjà pas mal. Et heureusement que c'est complexe, d'ailleurs, ça donne toute la richesse de l'humain. On ne se résout pas à quelques équations, ça fait plaisir quand même, quelque part. Oui, bonsoir, moi je suis bonsoir. là. Oui, vous êtes là. Oui. Est-ce que sur cette... Ouh là là, je bafouille autant que...
Sur cette question de donner, recevoir, rendre, est-ce que dans nos sociétés actuelles, ce qui ne fait pas la difficulté, bon, vous parlez de cadeaux empoisonnés, il y a le cadeau obligatoire pour faire aussi le lien avec ce que disait Alain Caillé sur les conventions, c'est-à-dire qu'en général, à Noël, il faut faire des cadeaux, à l'anniversaire, il faut faire des cadeaux. Donc ça demande quelquefois effectivement un véritable... comment dirais-je, parcours du combattant. Parcours du combattant pour trouver le cadeau, pour connaître assez la personne, pour trouver le bon cadeau. Ouais. Mais est-ce que ça n'est pas aussi cette difficulté n'est-elle pas aussi le fait que dans notre société, le don ne fait plus système, c'est-à-dire que nous sommes dans des rapports interindividuels et qu'il n'y a pas cette notion de circulation des cadeaux dans la communauté comme dans les sociétés traditionnelles, c'est-à-dire que nous devons rendre à celui qui nous a donné. Du moins, c'est attendu comme tel. Il y a un rapport très comptable aujourd'hui dans le don contre don. On est dans le donnant-donnant. Voilà, qui fait que ça ne marche pas, en fait. Ça a été un peu... quand j'ai abordé ma thèse, si vous voulez, je suis un peu tombé dans ce piège où j'ai pensé au départ les relations de don comme des relations interpersonnelles, vous voyez, parce que c'était un peu ce que j'avais le même sentiment que vous. Et c'est vrai que, puis il y a la dimension marchande, on voit, moi, la fête des mères ou la fête des pères, ça m'agace un peu, quoi, parce qu'on se sent quasiment obligé d'acheter à ce moment-là. Ça a un côté, ça prend presque un côté factice à la limite et qu'on aurait peut-être envie de donner à ses parents à d'autres moments et sous d'autres formes. Donc c'est vrai, oui, Alain Caillé le dit, il y a un côté on a une société qui combat le don, hein, le gratuit paraît suspect, hein, c'est ce que je disais. Alors, est-ce que pour autant il a disparu? J'ai vécu 25 ans à Paris, hein, et c'est vrai qu'à Paris, les relations sont... Bon, on connaît ses voisins, mais les relations sont assez impersonnelles. Je vois en province, il y a des quartiers, par exemple, qui organisent des vides-greniers, vous voyez, des rencontres. Et on voit que, alors bon, il y a des économies parallèles hein, qui se font dans les vides-greniers, c'est très clair, ça répond à des difficultés financières pour beaucoup. Mais on voit aussi des gens qui sont là presque pour faire plaisir, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont vendre quelque chose à 1 euro ou 2 euros simplement pour le lien. Donc je pense que ça n'a pas complètement disparu, qu'il y a toujours ce rock effectivement qui existe, mais que nos sociétés, puis il y a le problème du virtuel en plus, hein, d'Internet qui est en train de transformer les rapports sociaux en des rapports virtuels, et on se déconnecte dès lors qu'on en a marre de nos relations avec les personnes, donc ça devient extrêmement complexe. Donc à la fois, oui, je pense, il y a ce danger-là, c'est vrai. Bon, c'est peut-être un excès d'optimisme, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de plus profond que nous retrouvons quand même à travers notre société. Je le vois hein, dans ces moments de quartier. Bon, à Poitiers, il y a beaucoup d'événements de quartier comme ça, de partage entre les habitants. On parle des systèmes d'échanges locaux, hein, un petit peu ces échanges de services. Hein, vous voyez, bon, moi je vis dans un petit lotissement. Bon, en gros c'est ça. On se fait quelques repas annuels, vous voyez, et puis quand on a besoin de l'un et de l'autre pour un service, on le fait. Mais il est vrai que la grande ville, la vie moderne ne facilite pas ce genre de rapport. Et puis il y a la dimension marchande qui... On voit bien à l'hôpital. Hein. À l'hôpital, le relationnel n'est pas reconnu. Alors qu'à mon avis, tant qu'il y a de la souffrance à l'hôpital, il doit y avoir du relationnel. Donc on est un peu dans l'embarras. Hein. On sent que le don a encore un caractère opératoire dans nos sociétés modernes, mais on sent bien qu'en même temps, il est menacé. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si vous avez un regard particulier par rapport à l'attente, hein, la dimension d'attente qu'il y a dans le don. Je pourrais dire à 3 niveaux. D'une part, l'attente de celui qui donne, hein, dans ce qui est dans le fait de donner, l'attente de celui qui reçoit, et aussi l'attente qui s'installe entre le don et le contre-don.
et aussi dans le lien que ça peut avoir, parce que vous parliez de la psychanalyse, mais du désir présent dans le fait de donner, peut-être dans le fait de recevoir, mais aussi dans les bénéfices que l'on peut recevoir soi-même, dans le don, et on pourrait dire même des auto-contre-dons qu'on peut se faire. Oui, tout à fait. Bon, je ne suis pas compétent. Hein. Je sens bien que, si vous voulez, quand on donne, bon, je pense que le désir est le moteur du don, hein, et que lorsqu'on donne, il y a un désir d'appartenir. Mais il y a aussi un désir de reconnaissance à travers le contre-don, très clairement. Hein. Et ça doit sûrement toucher aussi l'estime de soi. On se sent valorisé lorsque quelqu'un nous offre quelque chose. J'irai pas au-delà parce que je suis pas compétent dans cette approche, mais je crois fondamentalement qu'à travers la notion de désir et de plaisir, ce que je vous disais, il y a des ponts à jeter entre la psychanalyse et la sociologie du don. Mais je veux pas les... Vous voyez, désir d'appartenir, désir d'être reconnu, on peut pas parler de don sans reconnaissance, de toute manière. Ça, c'est très clair. Hein. Mais voilà, en toute honnêteté, je me sens pas compétent pour aller au-delà. Je m'excuse. Non, pas du tout. C'est déjà une approche. Et par rapport à l'attente, à la notion d'attente qui peut être présente, notamment par rapport au cadeau, parce que c'était votre champ de recherche à vous. Oui. Il y a l'attente d'être reconnu, je crois. Mais ça suscite aussi la jalousie. Vous savez, quand on nous donne pas ce qu'il faut, et puis la jalousie nourrit le versant noir du don, c'est-à-dire dans les sociétés traditionnelles, la sorcellerie, etc., etc. Je pense que j'ai parlé que le don était identitaire, que le don est indubitablement lié à un phénomène de reconnaissance, hein, puisque quand on offre quelque chose à quelqu'un, on le reconnaît comme tel, on le reconnaît comme un père, comme un partenaire. Il y a de la reconnaissance qui se joue, et il n'y a pas de vie sans reconnaissance. Donc l'attente d'un individu, quand il apparaît, qu'il émerge dans le collectif, c'est effectivement de pouvoir donner, de pouvoir recevoir. Il y avait une phrase, c'est dommage, je l'ai dans mes textes, il faudra que je vous la retrouve. C'était un lépreux qui avait perdu l'usage de ses deux mains suite à la lèpre, et on lui disait mais il faut qu'on vous donne, qu'on vous aide, justement, madame parlait de l'aide, et en fait cette personne reprend, l'exemple est très beau, c'est dommage que je ne puisse pas vous le citer, cette personne répond, mais finalement moi je ne demande pas de l'aide, je ne demande pas à recevoir, ce que je veux c'est pouvoir donner. Elle est très forte cette citation, vous voyez, hein. Donc en fait quand il voulait donner pour appartenir, pour s'intégrer dans la collectivité. Ce qu'il recevait c'était très bien, mais ce n'était pas l'essentiel. Voilà, hein, c'est en toute... Merci. Je vous en prie. Plus de questions. Bon, merci beaucoup, Dominique Bourgeon. Merci à vous. Bonne soirée. Bon retour, merci. Merci.